c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, lors d'un coaching récent, on m'a demandé finalement comment positionner au mieux son stop loss initial avant de faire un stop loss suivant. Comment se positionner, donc déjà indépendamment du montant à positionner, du risque à prendre, mais vraiment pour être sûr que si on ne s'est pas trompé, on ne se fasse pas sortir par une chasse au stop. Alors c'est vrai, si on regarde cet exemple-là, on peut se dire, voilà, si je me positionne à l'achat par exemple ici, mettre un stop loss sous le dernier plus bas peut avoir du sens. On peut le mettre par exemple ici. On peut le mettre aussi ici, si c'est plutôt ici le dernier plus bas, et de se dire, bon voilà, j'entre en position sur le stop loss initial, et si par exemple la chasse fait ici, et voilà, donc j'entre ici, et puis moi je suis mon petit bonhomme de chemin. Mais souvent ce qu'on arrive, alors là c'est le cas notamment sur le USD et tout ce qui est Forex, c'est qu'on peut avoir des retours de flamme, et on se fait sortir si on est trop près. Donc quand on est trop loin, le problème que l'on a, c'est de se dire... je vais prendre une taille de position rikiki ou j'augmente même mon risque si je prends la taille de position minimale. Et d'un côté, si on est trop près, on a un risque de se faire sortir. Donc comment faire? Et la personne me disait, finalement, est-ce qu'on n'est pas mieux de prendre par exemple les bandes de Bollinger? Alors le problème des bandes de Bollinger, c'est que c'est un très bon indicateur pour tout ce qui est explosion de la volatilité, pour le mesurer. D'ailleurs, je vais vous faire voir, ça va être plus simple, je les rajoute. Et on voit effectivement que les bandes de Bollinger ont tendance à diverger les unes par rapport aux autres lorsqu'on a un démarrage de mouvement haussier, donc les bougies se mettent à grandir, en plus quand il y a du volume c'est intéressant. Après dans la phase 2 on a une autre indication, c'est les bandes de Bollinger sont parallèles, donc elles sont dans le même sens, donc ça veut dire que le mouvement est en cours, et à un moment donné ça se met à converger, et les bandes de Bollinger convergent, ce qui sous-entend que a priori cette jambe de hausse est terminée. Donc c'est vrai en soi, c'est intéressant. Alors, c'est pas vraiment un indicateur de mouvement, c'est plutôt un indicateur de volatilité. Ici, la volatilité augmente, là, elle se stabilise, et là, elle rétrécit. Mais le problème que l'on a avec les bandes de Bollinger, c'est qu'elles s'appuient sur la loi normale. Alors, la loi normale, je pense que tout le monde la connaît, c'est la fameuse courbe en cloche, la courbe de Gauss, où en fait, on estime que la répartition normale de distribution, quand elle est statistiquement sans lien les unes par rapport aux autres, suit cette courbe en cloche. On va trouver donc 68,2% entre moins un écart type et plus un écart type autour de la moyenne, et 95,4% entre moins 2 écarts types et plus 2 écarts types. Le problème, c'est que cette courbe ne s'applique pas au trading, tout simplement parce que, je le disais en tout début, c'est lorsque la distribution des éléments qu'on mesure est indépendante l'une des autres. Et là, ce n'est pas le cas. Indépendant des unes des autres, je prends un exemple tout bête, c'est la taille des élèves dans une salle de classe. Ici, le problème, c'est que lorsque quelqu'un est à niveau ce prix-là, ça va influencer les autres. Si le prix augmente, les gens vont se dire j'achète parce que ça monte. Et donc ça influence la distribution du prix qui va rester, on voit d'ailleurs souvent, très, très souvent, collé aux bandes de Bollinger. Et donc pour quelque chose qui est censé être aux alentours de la moyenne la plupart du temps ici, on se retrouve finalement en phase de momentum, comme c'est le cas ici, lorsque les bandes de Bollinger divergent, avoir un prix qui est très très souvent sur la partie 2 écarts types, donc sur les bandes de Bollinger. Ça veut dire que utiliser ça, c'est risqué, tout simplement, parce que si j'utilise ça comme stop loss, il y a quand même pas mal de chances que je sois touché. Donc on va oublier les bandes de Bollinger, on va cacher tout ça, on va supprimer un petit peu tout le bazar qu'il y a là-dessus, et on va utiliser autre chose. C'est l'average true range. Donc je vais afficher l'average true range en bas de mon ATR, mon graphique. Qu'est-ce que c'est que l'average true range? C'est la taille moyenne des 14 dernières bougies, parce que j'ai mis 14, à l'instant de la bougie où elle est dessinée. Donc par exemple ici, je prends les 14 dernières bougies, je mesure la valeur et j'estime l'average true range. Ça correspond d'une certaine manière à la taille moyenne que peut faire le prix lors de la prochaine bougie, si on respecte, si on est dans la continuité de ce qu'on a vu comme taille de bougie avant. Donc si je m'amuse à utiliser ce prix-là, cette valeur-là, et rajouter 3 ATR au-dessus, 3 ATR en dessous, donc ce qui apparaît ici, j'ai une enveloppe qui est beaucoup plus pertinente parce qu'elle est liée à la volatilité et non plus justement cette distribution de loi normale qui ne s'adapte pas en plus. Et en plus, donc là j'ai pris 3 ATR et moins 3 ATR. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle touche que très rarement l'enveloppe. Alors là on est sur une unité de temps un petit peu plus longue, donc c'est vrai que ça touche très rarement, là on voit que ça arrive une fois. Si je me mets en unité de temps encore plus longue, je vais mettre par exemple, soyons fous, une semaine, comme ceci. Donc voilà, hop,
on voit que le prix, lui aussi, à nouveau, est très rarement touché. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plus flagrant. Parce que plus le prix est éloigné, moins on peut forcément trafiquer, je dirais, les cours d'entrée. Par exemple, faire des chasses au stop ou ce genre de choses. Et du coup, le stop loss initial est vraiment pertinent. On pourrait peut-être même le baisser à 2 ATR, tellement il est pertinent. Là, ça n'empêche pas que ça a été touché aussi. Mais il faut quand même avouer que la variation était extrêmement brutale, parce qu'on a perdu là 18% sur la UD-USD. C'est un flash crash, quoi. C'est quelque chose d'extraordinairement rare. Où il devait y avoir une news économique, c'était quand? Le 16 mars, je sais pas, bon, peu importe. Et on voit qu'il est rarement touché. Bon là, je crois que sur l'écran, par la fois que je vous ai fait voir, il est jamais touché, quoi. On se rapproche, mais il n'est jamais touché. Si je vais sur les unités de temps beaucoup plus courtes, en revanche, c'est le cas ici, donc on a un potentiel risque de chasse au stop, et pour autant, l'enveloppe à 3 ATR remplit son rôle. On voit qu'il est très rarement touché. Alors, je crois qu'il arrive ici, là, il était touché ici, mais c'est extrêmement rare. Et pourtant, là, on a comme une volatilité de malade, hein. Ça monte comme c'est pas possible. Hein. Eh bien, il n'est pas touché. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi? Donc, mettons-nous sur une unité de temps intermédiaire, on va dire par exemple 1 heure. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi dans là-dedans? C'est 15 minutes, je crois que c'est plus joli en 15 minutes. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi là-dedans? C'est de me dire que mon stop loss initial, déjà, va me permettre de positionner mon stop loss lorsque je vais entrer en position, quel que soit le moment. Imaginons, je rentre en position ici. Je ne sais pas si c'est forcément judicieux, mais bon. Je me mets à entrer en position ici. Je décide de dire, allez, je me mets à l'achat. Donc, je mets mon stop loss initial ici, cours d'entrée ici. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix part dans mon sens, donc je suis content. On voit que le stop loss initial, il suit aussi. Et finalement, tant que le prix ne touche pas le stop loss initial, il n'y a pas vraiment d'invalidation du scénario. Donc c'est en gros, imaginons qu'on ait un stop loss suiveur, on rapproche le prix à chaque fois que le stop loss initial fait un nouveau plus haut. Donc, ici c'est le cas, ici, alors voilà, ici on aurait le trou qui apparaît ici, on ne le prendrait pas, on serait ici au niveau du stop loss. On remonte, je vais peut-être le mettre en orange parce que c'est un petit peu plus... Le prix remonte, là aussi on suit, ici il reste sur ce niveau-là, hop, je vais y arriver, comme ça, il monte, au plus haut il arrive ici, et puis lorsqu'il est touché, ça veut dire que le mouvement est invalidé. Alors je ne dis pas qu'il faut utiliser le stop loss initial comme stop loss suiveur, parce qu'il est quand même très, très loin du prix. Par contre, on voit que c'est intéressant comme indicateur finalement que la tendance est en cours ou pas, justement en se disant à partir du moment où le prix touche ce prix-là, ce niveau-là, c'est tout simplement que le mouvement est terminé. Imaginons qu'à l'inverse, je ne me sois pas mis à acheter ici, mais je me sois mis à vendre. C'est un peu débile, mais pourquoi pas. Mon stop loss initial étant ici, j'entre à la vente ici, en m'attendant à ce que le prix rebondisse, et pas de bol, il touche très rapidement le niveau stop loss initial. Et très rapidement, on sait qu'on n'est pas dans le bon sens. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une invalidation de notre scénario baissier à partir du moment où le stop loss initial est touché. Donc moi, ce que je vais recommander, c'est de ne pas l'utiliser les bandes de Bollinger, mais plutôt cette notion d'enveloppe à plus ou moins 3 ATR, alors qui est très simple, je pourrais même mettre le code en dessous, c'est pas compliqué, c'est très simple, ce stop loss initial, et à ce moment-là, d'utiliser non pas les bandes de Bollinger comme stop loss suiveur, mais bon, je vends un petit peu ma paroisse quand même, le fameux stop loss grandir avec le trading, qui, tout de suite est relativement pertinent. C'est un stop loss qui, en fait, suit le prix le plus bas des bougies Aiki-Nashi dès qu'on fait un nouveau plus haut. Et quand il n'y a pas de nouveau plus haut, reste au niveau précédent. Et voilà. Et donc ça permet d'accompagner le prix le plus longtemps possible. Et on voit que c'est plus pertinent de sortir quand le stop loss suiveur change de couleur, donc par exemple ici, que sur le stop loss initial. Voilà. Et l'avantage que l'on a, c'est qu'en plus, il permet de donner un signal d'entrée, puisqu'à partir du moment où il change de couleur, c'est qu'on est quand même disposé à avoir un momentum haussier. Donc voilà, le fait de joindre à la fois ce stop loss suiveur grandir avec le trading et le stop loss initial permet finalement de s'affranchir des histoires peut-être de droite qu'il faut tracer pour se dire là on a un tunnel, donc si ça cache, entre en position, mais je mets mon stop loss sous le dernier plus bas, et puis pas de bol, je me fais entartrer par une chasse au stop. Voilà, avec ça au moins on a une indication relativement fiable. Donc si vous souhaitez obtenir à la fois le stop loss suiveur grandir avec le trading et puis le stop loss initial que je mets en bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la description qui vous permettra d'accéder à la page directement. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.